Merci beaucoup, merci aux personnes qui ont organisé cette soirée. Alors je vais moi aussi essayer d'être relativement bref pour qu'on puisse échanger avec les uns et les autres. Alors je vais vous parler de deux choses principales. La première, je vais passer assez vite sur les aspects qui sont liés aux questions environnementales, puisqu'il y a des choses à faire de la part de Vinci pour respecter la loi. Donc je vous donnerai quelques éléments d'éclairage par rapport à ça. Et ensuite, je vous parlerai dans un deuxième temps des choses qui sont en cours, notamment du côté d'Alsace Nature et du collectif, et en particulier les aspects liés au contentieux. Alors, mais juste avant ça, en deux mots, mais Luc l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est quelque chose qui me paraît très très important. Le gros problème avec ce projet de GCO, c'est qu'on nous propose à travers ce projet une solution alors qu'on n'a pas discuté de la question. Et la question, c'est quoi? La question, par rapport au déplacement aujourd'hui, par rapport au transport de façon générale, que ce soit en Alsace ou que ce soit d'ailleurs ailleurs, c'est, les questions liées à la pollution de façon générale et les impacts de cette pollution sur le changement climatique, sur la santé humaine, ce sont des questions extrêmement importantes. Et deux, c'est les questions de déplacement des personnes et des marchandises sur notre territoire. Ça, c'est les questions. Et ces questions, elles n'ont pas été débattues. On ne nous a jamais dit il faut discuter de ça. Il faut essayer de réfléchir ensemble à des solutions. On nous propose une infrastructure et on nous dit ensuite pourquoi. Pour mieux la vendre, on nous dit que cette infrastructure va résoudre ces questions-là. On a pris exactement le problème à l'envers de ce qu'on fait normalement quand on a des projets chez soi. Quand je pars en vacances, je dis là, quelles sont les dates, où je veux aller et comment j'y vais. Ici, on part d'abord de la solution et après on essaye de justifier cette solution qu'on cherche à nous imposer avec un certain nombre de points. Et donc, les enjeux, alors très rapidement, les enjeux sur le climat, ce sont des enjeux quand même extrêmement sérieux. Je ne sais pas si vous suivez de temps en temps l'évolution des rapports scientifiques sur le réchauffement climatique, sur les mois les plus chauds, la fonte des glaces, que ce soit dans les montagnes, que ce soit au pôle. C'est quelque chose qui est en train de s'accélérer à grande vitesse. Et, sauf à s'appeler Donald Trump ou je ne sais pas qui, il est évident que ce phénomène-là, il est lié à l'activité humaine et en particulier à la consommation d'énergie fossile, pétrole, charbon. Et l'énergie fossile, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour la plupart des voitures qui circulent. Et donc ça, c'est un problème qui est extrêmement important, qui est extrêmement sérieux. Et ce problème-là, on ne le résoudra pas en construisant de nouvelles autoroutes. Ce problème, on le résoudra en essayant, dans la mesure du possible, et le plus rapidement possible, de réduire les besoins de déplacement qui utilisent des énergies fossiles. C'est ça l'enjeu fondamental. Et là, on nous propose un truc qui va simplement viser à quoi? À augmenter encore le trafic. Parce que je ne vois pas comment on peut réduire globalement le trafic automobile, qu'il soit de marchandises ou qu'il soit de personnes, en construisant des nouvelles infrastructures routières. C'est complètement contradictoire. Donc on a là un vrai problème de fond. Le deuxième aspect, ça a déjà été dit, donc je passe vite aussi là-dessus, c'est les déplacements dans notre territoire, dans notre région. L'enjeu, c'est les déplacements, principalement les déplacements pendulaires entre les régions autour de Strasbourg et Strasbourg. Et ça, Luc l'a démontré avec l'entonnoir, Christian l'a dit aussi, le GCO, c'est pas la réponse à ça. Et l'enjeu d'ailleurs du GCO, pour les promoteurs du GCO, c'est pas ça. C'est le trafic international de poids lourds. Et ce n'est pas le déplacement des gens du Kornsberg, par exemple, vers Strasbourg. Et là, il y a des solutions. Mais le GCO n'est pas cette solution-là. Il y a des solutions et il serait temps qu'on s'y mette pour essayer de résoudre ces problèmes. Et ces solutions, c'est notamment la question de la réduction du trafic de marchandises sur la route. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très difficile à faire. On a vu, je ne sais plus sur quel diapo, la part que représente aujourd'hui le transport routier pour les marchandises, c'est énorme. Et bien, il faut le réduire. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement sérieux. Et pour ça, il faut se battre contre un certain nombre de lobbies. Et ce qu'on nous demande en politique, ce n'est pas de se mettre à plat ventre devant les lobbies de type Vinci, mais c'est de se battre contre des lobbies qui sont en train de démolir notre planète et qui sont en train de polluer l'air que nous respirons. C'est ça les enjeux. Et c'est ça les prises en charge qu'on attend de la part des gens qui décident pour nous. Et puis, pour le déplacement des personnes, eh ben, Luc l'a déjà évoqué aussi, il y a un vrai travail à faire, et c'est de la dentelle, quelquefois, de réflexion à travers des plans de déplacement d'entreprise, à travers la mise en place de services de transport collectif qui soient véritablement efficaces. Alors ici, je pense qu'à Fuglsam, ça va encore à peu près, jusqu'à Strasbourg, c'est pas très très long. Moi, j'habite à Durningen, par exemple, je mets pratiquement 1 heure quand je prends le car pour aller à Strasbourg. Et ça, c'est pas normal.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il y a des vrais enjeux à prendre en compte ces aspects-là. Il y a un couloir réservé de bus là, vers Mittlausberg. Il n'y a rien d'équivalent sur l'autre route qui mène à Strasbourg depuis Korsberg, c'est la RD 41. Alors on a dit à un moment que c'était prévu au niveau de la ferme landaise de créer un couloir. J'ai appris hier matin, parce que j'ai vu juste un Fogel, qui me dit que c'est reporté au calendrier grec parce que le département n'aurait plus d'argent pour ça. Donc on voit bien où on met les priorités. Et ça, c'est des enjeux extrêmement importants sur lesquels nous devons aussi nous battre. Alors, quelques mots sur les impacts environnementaux de projets autoroutiers. Je vais aller très vite. Si vous avez des questions après, vous pourrez évidemment les poser. Le problème principal de ce type d'infrastructure, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une sorte de politique extractiviste, c'est-à-dire où on va utiliser des ressources qui sont des ressources non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on fait à peu près depuis un siècle et demi, depuis la révolution industrielle, et qui nous mène aux catastrophes qu'on est en train de connaître, que ce soit en termes de changement climatique, que ce soit en termes de réduction de la biodiversité et de ressources qui sont de moins en moins accessibles. Donc ce projet-là s'inscrit exactement dans la logique qui nous mène droit dans le mur, et la plupart des rapports, des expertises qui sont faites par les scientifiques sont très clairs là-dessus. Donc ce projet, en tant que tel, il a un impact global qui est extrêmement négatif. Ensuite, si on prend des impacts de façon un petit peu plus ponctuelle, plus précise ici, et ça vous le savez toutes et tous, c'est d'abord la perte de surface. Alors ici dans le Korsberg, c'est principalement de la perte de surface agricole, plusieurs centaines d'hectares, c'est pas neutre dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a aussi des pertes de surface forestière, alors notamment au nord et au sud de l'infrastructure, donc à Wendenheim et dans le secteur de Korsberg, il y a aussi quelques prairies qui sont impactés aussi. Deuxième impact en termes d'environnement, de biodiversité, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. La fragmentation, c'est l'effet de coupure que créent des infrastructures, que ce soit des infrastructures de type ligne à grande vitesse ou de type autoroutier, parce que ce sont des infrastructures qui sont closes, qui sont fermées, qui sont grillagées. Et cet effet de coupure, ça empêche un certain nombre d'espèces, y compris même quelquefois des espèces de plantes, d'insectes, de mammifères, quelques oiseaux, les oiseaux sont un peu moins atteints, mais quand même, de passer par-dessus ce type d'infrastructure. Et ça a des effets sur la diversité génétique des populations, et ça fragilise les populations animales ou végétales à terme. Ça a été étudié à plein de reprises, et on sait que l'impact en termes de fragmentation, il est beaucoup plus important que la surface réelle qu'occupe l'infrastructure. C'est des impacts qui vont plus loin. Et un des problèmes aujourd'hui majeurs dans des pays comme le nôtre, en Europe de façon générale, de réduction de la biodiversité, c'est la fragmentation des territoires par la construction d'infrastructures. Même si, dans les projets, il est prévu des passages pour la faune à certains endroits, mais ces passages, ils sont ponctuels et ils ne règlent pas le problème pour l'ensemble de la faune qui est concernée. Autre impact, c'est la pollution, pollution atmosphérique, notamment. Alors, il y a une étude qui vient d'être publiée, diffusée par ce qui s'appelait avant l'ASPA, donc l'Association de surveillance de la pollution atmosphérique en Alsace, par rapport au GCO, donc il simule un petit peu l'évolution de la pollution le long de la 35 actuelle et le long du GCO. Alors globalement, pour faire très vite, ce qui ressort comme élément principal, c'est que même dans le scénario actuel au fil de l'eau, normalement la pollution devrait s'améliorer un petit peu, alors ça ne veut pas dire qu'on sera dans un monde idéal, mais devrait s'améliorer un petit peu du fait du renouvellement du parc automobile. Et le GCO, la réalisation du GCO, n'aurait pas un impact extrêmement important sur la réduction de la pollution autour de la 35, mais évidemment générerait un nouveau point de pollution là où se réaliserait le GCO. Donc l'argument qui est souvent utilisé par les promoteurs du GCO, consistant à dire que le GCO c'est la solution pour réduire la pollution aux environs de Strasbourg, c'est pas si simple que ça. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a aucun effet, mais ça ne permettrait pas une réduction extrêmement significative de l'ambiance de pollution générale de Strasbourg et de la plaine d'Alsace en général. Quand on a des pics de pollution, particules ou autres, ce n'est pas seulement le long des infrastructures, c'est sur l'ensemble de la plaine, et ça c'est lié à la généralisation du trafic. Le bruit, on en a déjà parlé, le paysage c'est aussi un impact important, donc les coupures, et les autoroutes, ce n'est pas que des ouvrages d'art. Alors sur les plaquettes qu'on vous présente de la part des promoteurs des infrastructures, c'est toujours très joli. Sauf que dans la réalité, c'est moins net que ça. C'est du béton, c'est du bruit, c'est de la pollution. Donc c'est pas l'impact sur le paysage, il faut le comprendre.
il y a certainement un problème des cas. Il faut le comprendre dans son ensemble en intégrant les différents éléments. Ah, il y a des cours, c'est parce que je parle trop longtemps, c'est ça? Oui. Alors, si j'essaie peut-être... j'ai pas envie de... Ça y est. Ça va mieux, j'ai l'impression. Ah, d'accord. On va essayer celui-ci. Faut l'allumer. Ça marche. Et donc à côté de ces impacts directs, il y a des impacts induits, donc qui ne sont pas directement liés au projet. Et dans ces impacts induits, il y a la question des ressources non renouvelables dont j'ai déjà parlé. Et puis les remembrements agricoles, même si on peut comprendre la logique d'accompagner ces projets par des remembrements, ça a déjà été dit. Ces remembrements en tant que tels ont aussi des effets sur la biodiversité, sur l'environnement, même si aujourd'hui on essaye de prendre ça en compte du mieux possible, mais il reste qu'il y a des impacts. Et puis l'urbanisation éventuelle, quand on a une infrastructure routière, elle attire l'urbanisation d'une certaine façon, donc ça peut être un effet induit aussi. Alors, rapidement, quelques mots sur ce que dit la loi, puisque il existe heureusement dans les pays européens des lois qui protègent la nature, mais ces lois ne protègent pas de la réalisation de projets idiots comme c'est le cas du GCO. Mais la loi protège la prise en compte de la nature. Elle ne protège pas non plus le fait qu'on impose à des populations qui n'en veulent pas des projets de ce type-là au nom, dit-on, de l'intérêt général. En réalité, c'est au nom de l'intérêt privé des promoteurs. Mais la loi protège les espèces. Certaines espèces animales et végétales sont protégées par la loi. Depuis au moins 1976, il y a une nouvelle loi sur la biodiversité qui vient d'être adoptée en 2015 et qui précise un petit peu ces choses-là. Alors qu'est-ce que ça dit, ça, ces différentes lois? C'est qu'un certain nombre d'espèces en France sont protégées par la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit normalement de les détruire. Et si on veut les détruire quand même, par exemple au nom d'un projet qui aurait un intérêt... alors je vais tout arrêter, je vais parler comme ça. Est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond? Ok. Et donc, si on veut réaliser un projet qui présenterait un intérêt supérieur pour la collectivité, on a le droit de détruire des espèces qui sont par ailleurs protégées par la loi. Mais, avant de pouvoir faire ça, il faut demander une autorisation à l'État, qui délivre une autorisation de destruction d'espèces protégées à titre dérogatoire en fonction de l'intérêt du projet. Et donc c'est ce que Vinci doit faire dans le cadre de ce projet de GCO, en respectant une séquence, je vais essayer de ne pas être trop technique et pas être trop long, en respectant une séquence qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Et ça c'est dans l'ordre. Ça veut dire que normalement d'abord on doit éviter d'avoir un impact sur les espèces protégées. Et ça, le meilleur moyen d'éviter d'avoir un impact, c'est de ne pas faire de projet. Alors ça, évidemment, on le fait quasiment jamais. La deuxième étape, c'est de réduire l'impact, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que cet impact soit le plus faible possible. Alors, pour ce qui nous intéresse, la proposition de réduction de l'impact qui a été proposée par Vinci, c'est d'arrêter les chantiers des travaux préparatoires entre le 1er avril et le 1er septembre. Oui, ça va aller. Merci. Ce qui veut dire que... Je vais continuer. Ce qui veut dire qu'à partir depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre, il y aura normalement plus de travaux préparatoires aujourd'hui sur l'emprise de GCO. Ça, c'est au titre de la réduction des impacts. Mais les travaux reprendront le 1er septembre, alors notamment dans les secteurs forestiers, à Wendenheim, à Kolbsheim, si entre-temps on n'a pas réussi à les empêcher. Et compenser, troisième étape, ça signifie que les impacts résiduels, donc ceux qui restent, les impacts sur les espèces protégées, il faut les compenser, c'est-à-dire ceux qu'on détruit, il faudrait normalement le reconstituer ailleurs pour permettre à la faune, à la flore qui est impactée par le projet de pouvoir continuer à exister, de pouvoir continuer à se développer. Et donc c'est dans ce cadre-là que se situe ce projet et la prise en compte de la biodiversité par rapport à ce projet. Et donc Vinci, pour l'instant, a demandé des dérogations
pour les travaux préliminaires, c'est-à-dire le diagnostic archéologique et les sondages géotechniques pour l'essentiel. Et ce qu'on constate, c'est que Vinci a quelques difficultés à trouver des mesures compensatoires qui soient jugées suffisantes de la part des instances qui examinent ces choses-là. Il y a une instance qui s'appelle le Conseil national de protection de la nature, qui est un conseil qui est composé de scientifiques, de représentants associatifs pour l'instant, de représentants de l'administration, qui est consulté obligatoirement pour ces demandes de dérogation, donc de pouvoir détruire des espèces protégées. Et ce qu'a dit le Conseil national de protection de la nature par rapport au projet qu'a déposé Vinci pour les travaux préparatoires, pas pour le reste du chantier, j'y viendrai tout de suite après, c'est que l'étude initiale, c'est-à-dire le repérage des espèces, c'est bien fait, les mesures compensatoires, c'est pas tout à fait satisfaisant. Et surtout, le Conseil national de protection de la nature a posé des questions complémentaires à Vinci et estime que les réponses qui sont apportées ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Et c'est pour cela que le Conseil national de protection de la nature, pour un deuxième demande de dérogation qui a été déposée cette fois-ci par la SANEF, donc ça concerne l'échangeur à Vendenheim, le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable à la demande de dérogation déposée par la SANEF. Donc ça montre que ces choses-là ne sont pas complètement prises à la légère et qu'il y a encore des choses à faire ici. Alors d'autant plus que ce que je viens de vous raconter, ça concerne les travaux préparatoires. Il y a un dossier qui va être déposé par Vinci et la SANEF probablement pour le chantier en tant que tel et qui concernera donc à la fois les dérogations pour les destructions d'espèces protégées pour le chantier, qui seront plus importantes évidemment que pour les sondages archéologiques qui ont été faits jusqu'à présent, et aussi un dossier au titre de la loi sur l'eau, c'est-à-dire la prise en compte de tout ce qui est zones humides, cours d'eau, donc on a vu qu'ils sont traversés, il y a le problème de la gestion de l'eau qui va être réceptionnée par l'emprise de l'autoroute, qu'il faut traiter, etc. Et donc pour tout ça, Vinci doit déposer un dossier, doit demander aussi des autorisations, ça s'appelle le dossier unique, et il y aura une enquête publique. Et ça c'est un élément très important, et l'enquête publique normalement devrait avoir lieu aux alentours de l'été à venir, 2017. Et donc ça, pour nous, considérons que ce projet n'est pas bon, et qu'il aura un impact extrêmement important, l'enquête publique, c'est un moment extrêmement important et il faudra que nous soyons très nombreux à réagir à cette enquête publique pour marquer notre mécontentement par rapport à ce projet, la façon dont il est traité. Donc ça, c'est un élément important. Et juste encore deux mots sur les recours, donc les contentieux que nous avons engagés pour essayer de contester ce projet et surtout pour vous montrer qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. Luc le disait tout à l'heure, il ne faut pas se résigner. La pire des choses, c'est la résignation des personnes qui sont opposées à ce projet. Donc il faut continuer à se battre parce qu'il y a encore des étapes à franchir avant que ce projet soit réalisé. Et on a encore quelques billes pour essayer de faire tomber ce projet. Et donc il y a des contentieux autour des espèces protégées. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions après, vous pouvez les poser. On a un contentieux qui est en cours au titre de la concession que l'État a signée avec Vinci. On a perdu au tribunal administratif, mais on va sans doute aller en appel. Il y a encore le contentieux qui a été engagé par les 3 communes ici, qui est pendant au niveau du Conseil d'État. On a porté plainte au niveau de la Commission européenne, donc l'Union européenne, par rapport à une des espèces qui est impactée par le GCO, qui est le grand hamster, mais aussi au titre de la directive transport, puisque la France aurait dû consulter l'Allemagne en réalisant ce dossier, ce qu'elle n'a pas fait. Donc on a alerté la Commission européenne là-dessus. Et on a aussi déposé une plainte auprès de la Banque européenne d'investissement, qui est un organisme financier que Vinci a sollicité. Alors non pas sans doute parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais parce que c'est des histoires d'optimisation financière pour Vinci. Mais on a déposé plainte auprès de la BUI en considérant que ce projet n'est pas bon et qu'il n'y a pas de raison qu'une banque publique européenne finance ce type de projet. Donc la plainte a été reçue et nous sommes en phase de discussion avec la Banque européenne pour essayer d'éviter qu'elle n'accorde le prêt qui a été demandé à Vinci pour ce fait. Voilà en gros ce qui est en train d'être fait. Donc vous voyez, il y a encore des choses, plus évidemment tout ce que font les associations locales, les cabanes, les marches, les manifestations que nous avons encore prévues, le tractage, l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. On le voit, vous êtes très nombreux ce soir.
l'information a besoin de circuler encore. Tout le monde n'est pas au courant complètement de l'absurdité de ce projet, de notre point de vue, de l'absurdité de ce projet. Donc il faut continuer tout ça. Et la mobilisation, on a montré dans le passé que la mobilisation, elle peut faire tomber des projets qui sont absurdes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la légitimité, elle est de notre côté. Ce projet ne sert pas les enjeux de la région. Ce projet, c'est éventuellement un parasitage de la région à travers le péage que nous allons payer et des impôts que nous allons peut-être payer pour arriver à l'équilibre de ce projet, quand ainsi il dira aux collectivités que finalement il n'arrive pas à l'équilibre et dans la concession il est marqué que c'est les collectivités qui vont payer s'il n'est pas à l'équilibre. Donc tout ça, c'est du parasitage de notre territoire qui va enrichir les actionnaires de Vinci pour une bonne partie. Et ça, on est en parfaite légitimité de contester cette manière de faire, d'autant plus que ce projet ne sert à rien par rapport à nos enjeux. Et donc je pense qu'il est vraiment très très important de continuer à nous mobiliser, comme nous l'avons déjà fait maintenant depuis des années, et surtout encore au cours des derniers mois, où on se rend compte que les marches de cabane en cabane ont attiré de plus en plus de monde. Les réunions publiques qui ont été faites à Dupican, qui sont faites ici ce soir, il y a beaucoup de personnes. C'est un très bon signe, et c'est par la mobilisation, parce que nous sommes légitimes, que nous arriverons à faire tomber ce projet, si vous le voulez, toutes et tous ensemble. Merci.